bienvenue sur un nouvel update lecture spécial Pumpkin Autumn Challenge. Je suis ravie en fait parce que j'arrive à reprendre un rythme de lecture qui n'est pas trop dégueulasse. Ce n'est pas encore exceptionnel, mais j'ai terminé 7 livres sur octobre et j'en ai 2 en cours, sachant qu'octobre se termine demain, je pense que je vais finir l'un des deux. Donc voilà, c'est pas encore aussi bien que ce que je pouvais faire avant, mais c'est plutôt pas mal et ça me fait du bien. Je pense que j'avais vraiment besoin de prendre un peu de recul par rapport à beaucoup de choses et de prendre du temps pour moi, donc voilà. On va pas s'éterniser sur ma vie, on va plutôt commencer tout de suite avec les chroniques des romans sur le pumpkin. Donc certains sont des suites de séries, donc je ne vais pas complètement m'étaler dessus. Comme par exemple ce 4e tome de Meg Corbin, Empreinte Fauve, écrit par Anne Bishop et paru aux éditions Milady. Donc c'est une série quand même où j'en suis au 4e tome, j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. Pourtant, par rapport aux 3 premiers tomes, personnellement, j'y vois un petit bémol. Donc ici, nous sommes dans un monde différent, un peu alternatif par rapport au nôtre, où eh bien, les autres, les créatures existent. Et donc vous avez différents paliers de créatures, mais vous avez notamment des métamorphes, des vampires, des choses comme ça. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les prophétesses de sang, et Meg Corbin en est une. Les prophétesses sont ce que les autres appellent les sans-doux, et ils sont très protégés. Mais pourtant, les humains les utilisent, mais vraiment les utilisent, il n'y a pas d'autre mot, car chaque fois que vous coupez une prophétesse de sang, elle a une prophétie, et donc eh bien, on les oblige à se couper, on les oblige à énumérer des prophéties. Évidemment, on se fait de l'argent sur leur dos, puisqu'il y a des gens qui payent pour ça. Meg va donc s'échapper de l'institution dans laquelle elle était et va réussir à trouver refuge chez les autres. Et les autres vivent plus ou moins en tolérance avec les humains en fonction d'eux, en général pas trop, mais certains autres essayent de communiquer plus avec les humains. Et c'est le cas des autres chez lesquels Meg Corbin va arriver, puisque ces autres sont dans un enclos qu'on appelle l'enclos de Lakeside, donc Lakeside étant la ville. Et en gros, hein, ils sont là pour surveiller les humains et voir que les humains ne font pas trop de bordel, ni avec les autres, ni avec la nature. On peut le voir en résumant la situation, c'est ça. Il va se passer évidemment pléthore de choses tout au cours de ces 4 tomes pour l'instant que j'ai lu. La série en comporte 5 ou 6, je ne sais plus, 5 je crois. Et donc eh bien arrivé à ce 4e tome, on est déjà bien dans l'histoire, on connaît bien les personnages parce que les personnages sont un point très fort et très central de ce récit, qu'ils soient humains ou qu'ils soient métamorphes, vampires ou Meg. Voilà, Meg elle est drôle malgré elle, parce que ce n'est pas l'humour qui prime, hein. On n'a pas de personnage ultra drôle dans ce récit, mais moi elle me fait quand même rire, parce qu'en fait elle a jamais vécu en société, donc en fait Meg elle a tout à apprendre, et du coup elle essaye d'emmagasiner un tas d'informations et tout, mais des fois elle a des réactions qui sont très drôles, parce que elle n'est pas du tout adaptée à la vie en société et elle vit auprès des autres, et les autres sont pas du tout adaptés à la vie en humain, donc des fois ils essayent de copier les humains, mais ils ont du mal. Et ce qui est aussi très drôle, c'est que vous avez ces métamorphes qui se transforment en humains, mais qui ont quand même des réactions de loup, quoi. Il y a des trucs qu'ils comprennent pas trop. Donc, il y a un humour qui est présent dans cette série, mais je dirais que les personnages sont drôles malgré eux. C'est pas des bouts en train, mais malgré tout, ça fonctionne toujours superbement, parce que l'univers est génial. Après, ce 4e tome, j'ai été un petit peu plus déçue, parce qu'on voit que en gros, comment vous dire sans vous spoiler, il va arriver des catastrophes parce qu'évidemment les humains vont trop loin et tout, et on voit quand même que les autres partent un peu en direction de l'annihilation totale de l'espèce humaine. Et je trouve qu'il y a un peu une acceptation de ça dans ce roman que j'ai un peu du mal. Alors pas parce que c'est la race humaine à laquelle on s'en prend, j'en ai rien à foutre, ce seraient les humains qui... Enfin d'ailleurs, dans cette série, il y a des groupes d'humains qui veulent annihiler les autres, et j'accepte pas non plus. C'est juste que on prend trop le parti de gens qui se comportent comme des terroristes, que ce soit des terroristes envers les humains, envers les autres, envers quelle créature que tu veux. J'ai un petit peu du mal à ce qu'on prenne le parti, et il y a eu plusieurs fois où franchement ça m'a dérangée. En gros, on demande à Meg, vois avec tes copines humaines ce qu'il faudrait que l'on garde des humains.
Voilà, donc en gros on lui fait comprendre que tout le monde va crever. Et au lieu de s'affoler, elle commence à se poser la question, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait garder? J'ai eu un petit peu du mal sur la mentalité qu'elle a donnée à ses personnages dans ce tome 4. J'avoue que j'ai pas su les apprécier. Alors je sais que dans ce livre, eh bien les humains passent beaucoup, la plupart du temps, il y en a des très bons, mais il y en a aussi des très méchants, donc l'espèce humaine passe pour être assez méchante, mais je dirais ça c'est assez réaliste parce que de toutes les manières on se comporte comme ça. Ok, on n'a pas d'autres créatures avec nous qui sont plus fortes que nous, mais on se comporte comme ça. Et pour l'instant, ici, dans notre réalité, l'être humain est la race la plus évoluée, mais je dirais que les réactions des humains face à une race plus évoluée qu'eux encore est tout à fait ce qu'on pourrait attendre de la bassesse humaine. Donc ça, en fait, je suis pas du tout surprise. Par contre, je m'attendais quand même à avoir un peu plus de noblesse de la part des autres, un peu plus de noblesse d'âme, si vous voulez. Voilà, donc il m'a un petit peu déçu dans ce sens-là, mais bon, malgré tout, ça reste un Meg Corbin, c'était quand même resté un très bon roman. J'ai aussi lu le 5e tome de Black Wings, Black City, écrit par Christina Henry et là aussi paru chez Milady. On est dans une série d'urban fantasy où on rencontre Maddie qui est une agente, genre une agente de la mort, qui a pour rôle de réceptionner les âmes des gens lorsqu'ils meurent. Elle a interdiction d'intervenir même si leur mort est complètement injuste. Elle doit juste récolter leur âme quand elles meurent pour les conduire vers la porte. Et voilà, elle ne sait pas ce qui se passe après et en tant qu'agente, eh bien Maddie a 2 grandes ailes noires dans le dos qu'elle peut faire apparaître et disparaître à volonté lorsqu'elle veut en effet devenir une agente, et d'ailleurs je crois que ça la rend invisible aux yeux des autres. La deuxième particularité de Mad in Black, c'est qu'elle va apprendre bien de malgré elle que son père est le démon Azazel et que du côté de sa mère, elle descend de Lucifer. Et à partir du moment où ces deux-là vont la retrouver et mettre la main dessus, elle va quand même se retrouver un petit peu dans la merde. Bref, elle va se retrouver aux prises avec des loups-garous, avec des vampires, avec des faées, tout ce que vous voulez, alors qu'elle a rien demandé à personne. J'aime beaucoup Maddie, c'est très drôle, c'est bourré d'humour. C'est une nana qui a beaucoup d'humour, elle représente l'héroïne, je dirais, d'Urban Fantasy comme je les adore, un peu comme on peut avoir pour Charlie Davidson. Elle a du bagou, elle ose y aller, elle se met en danger, mais à chaque fois elle a des raisons de faire et elle est à mourir de rire. Et donc eh bien l'intrigue avance au fur et à mesure des tomes. Et ce tome 5 ne m'a pas un poil déçu. Je l'ai autant adoré que les autres. Elle va avoir pas mal à faire en fait avec un déferlement de vampires sur sa ville, qui n'est qu'une conséquence des tomes précédents. Et aussi, à la fin du tome, on sent poindre d'autres emmerdes par rapport à Lucifer. Voilà, c'est vraiment très drôle, j'aime bien aimer, j'aime bien comment le récit évolue. Pour l'instant, je ne me lasse absolument pas, et si comme moi vous êtes réfractaire à l'Urban Fantasy, à la Bitlit, où vous n'avez que du cul toutes les 10 pages et où en fait l'Urban Fantasy ne sert, je dirais, que de prétexte à ça, eh bien ce n'est pas le cas ici, vous n'allez pas être déçus. Vous avez un vrai scénario, vous avez des vrais personnages et donc on tombe pas dans quelque chose d'un petit peu un peu lourd. Voilà, vous êtes vraiment dans de l'urban fantasy où ce qui prône c'est l'humour et l'action, et donc et bien voilà, une fois encore j'ai adoré, donc j'ai déjà acheté le tome 6 qui est d'ailleurs le dernier tome puisque c'est la seule série où je suis à l'heure. Ensuite je voudrais vous parler du tome 1 de Au service de Sa Majesté la Mort, écrit par Julien Hervieux et paru chez Castlemore Édition. Ce qui m'avait tout d'abord attiré dans ce roman, eh bien c'est le pitch qui est quand même pour le moins très original. Ici nous allons nous trouver à Londres en 1887 en pleine société victorienne donc, et nous allons suivre Elisabeth qui est journaliste. Mais vu l'époque, vous imaginez bien qu'elle ne peut pas écrire comme ça. Elle sert donc de ghostwriter à un autre journaliste qui a un petit peu du mal à écrire dernièrement. Elle va donc écrire les journaux à sa place, mais les signera de son nom à lui. Malheureusement, elle va se retrouver un peu au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle va se faire assassiner, ni plus ni moins. Sauf que, eh bien, bien loin de mourir, en tout cas pas complètement, elle va se réveiller dans sa tombe, ce qui est quand même plutôt assez flippant. Mais oui, on va lui apprendre que tout de même elle est morte et que de toute manière, de son ancienne vie, elle ne pourra garder rien.
On va aussi tout de suite lui faire comprendre qu'elle n'aura pas le droit de revenir pour se venger, ce qui est bien dommage quand vous êtes fait assassiner. Elle va se faire réveiller par un étrange homme du nom de Duncan qui va lui expliquer qu'elle est devenue une sorte de revenante dont le but est de chasser, si je puis dire, les trompe-la-mort, tous ces humains qui ont échappé à la mort, qui auraient dû mourir à une date, puisque la date de votre mort est écrite dès votre naissance. Il y a tout un folklore écrit autour de ça que je vous laisse découvrir. Mais certaines personnes, que ce soit malgré eux ou intentionnellement, eh bien vont tromper la mort, mais la mort n'accepte pas vraiment cet état de fait et a donc confié à Charon lui-même la mission de chasser en fait ces trompe-la-mort et de les ramener là où ils devraient être. Et donc Charon, bien vite dépassé par les événements, va se créer en fait une petite armée de morts vivants. Ils n'ont rien d'un zombie, hein, mais bon, ils ne sont plus vivants non plus, afin justement de chasser ces personnages. Et donc Elisabeth s'est retrouvée dans l'équipe de Londres, équipe qui est donc composée de Duncan, qui est composée de Béatrix, qui va être une super alliée pour elle, qui va beaucoup l'aider et essayer de lui expliquer quand même pas mal de choses. Parce que quand on vous dit tu reviens, tu n'as plus de lien avec ton ancienne vie, tu es morte mais quand même un petit peu vivante et ton but c'est d'assassiner les gens qui auraient dû mourir il y a longtemps, vous imaginez bien que vous posez quand même quelques questions. Est-ce que tuer des gens n'est pas un meurtre, même s'ils auraient dû mourir avant? C'est pas si facile. Julien Hervieux a superbement bien dosé d'ailleurs ça, parce qu'Elisabeth se pose des questions mais elle s'en pose pas trop non plus, ça part pas trop dans les longueurs et c'est génial. On a aussi le personnage de Hank qui est gentil comme tout, et on a le personnage de Iseult qui est en fonction des moments, allez je dirais très caractériel pour pas être méchante. Tous ces personnages en fait se retrouvent avec des dons différents, et d'ailleurs Elisabeth va découvrir au fur et à mesure quel est son don. Et puis ils ont aussi la capacité d'être plus forts qu'un être humain normal, et puis bah, forcément comme ils sont déjà morts, ils sont un peu plus difficiles à tuer que la moyenne, on va pas se voiler la face. Donc j'ai beaucoup aimé l'originalité qui est dégagée par ce roman. La plume de Julien Hervieux est très fluide, ça se lit très bien. C'est un roman franchement, voilà, vous le prenez, vous le lisez, ça passe bien, il n'y a pas de heurts, et avant que vous ayez compris, vous avez déjà terminé. En revanche, ce tome 1 est quand même, je dirais, largement introductif. En fait, on a du temps en fait avant qu'on commence vraiment à avoir quelque chose. Déjà, on connaît Elisabeth de son vivant, donc c'est quand même pas mal, ça nous permet de connaître le personnage, mais on rentre pas directement dans l'intrigue. Après, Elisabeth va devenir une revenante, mais voilà, on prend le temps de découvrir comment ça fonctionne. On a de petites chasses, mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour l'intrigue plus générale. Et en fait, on se rend compte surtout sur la fin que c'est là que vraiment va démarrer l'ensemble de la série. En fait, on commence à comprendre qu'il y a un gros complot, qu'il y a un gros problème. Mais le premier tome a un caractère très introductif. Du coup, ça peut peut-être manquer un petit peu de profondeur, mais il est probable que je vous dis que ce caractère introductif n'aide pas à ce que le roman ne manque pas de profondeur. J'ai donc décidé de laisser sa chance au tome 2 avec grand plaisir, hein, parce que ouais, c'est tellement original, les personnages sont sympathiques. Voir si ça va être un petit peu plus profond. J'aimerais que les personnages soient un petit peu plus travaillés, j'aimerais qu'ils soient, alors je sais que c'est du young adulte, mais j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus profonds, et j'espère que l'intrigue va se creuser un petit peu plus loin, parce que là je dirais qu'il y avait, les intrigues étaient un peu trop faciles dans le tome 1. Mais voilà, encore une fois, c'était un premier tome, c'était une introduction à l'univers, qui est un univers très original, donc il fallait quand même le présenter à ses lecteurs. C'est du young adulte, vous pouvez pas les marteler dès le début comme ça, avec des trucs où personne ne comprend rien. Donc, eh bien, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé, et voilà, je vous en dirai des nouvelles pour la suite, puisque j'ai décidé en effet de lire au moins le tome 2, et si ce tome 2, comme je le pense, nous rentre vraiment dans le vif du sujet, alors je pense que ce sera génial. Voilà, en tout cas à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!